Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo d'exploration de château semi-troglodytique. Cette fois je suis aux ruines Schmidburg en Allemagne. C'est près du village de Schneppenbach. Ici il y a des petits panneaux explicatifs à l'entrée du site. Et donc ce château s'appelle le château Schmidburg. Il y a apparemment ici dans la région quelques dizaines ou vingtaines de châteaux. C'est un peu comparable aux châteaux qu'on peut trouver notamment au nord de l'Alsace, que j'ai déjà visité l'année dernière et l'année d'avant. Je vous propose d'aller voir les vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube concernant ces anciennes explorations. Et donc je vais à nouveau vous proposer une exploration de ce château semi-troglodytique. Allons-y en avant, c'est parti. Donc nous voyons ici des constructions en briques qui sont posées par-dessus un énorme massif rocheux. Et donc je vais d'abord directement poser les bases, car j'ai une vision de notre passé qui diffère très fortement de la vision des archéologues et des scientifiques modernes, on va dire, ou des chercheurs modernes. Moi, je me place dans une conception traditionnelle, c'est-à-dire j'ai une lecture traditionnaliste, on va dire, ou pérennialiste de l'histoire de l'humanité. Et donc, pour moi, tous ces châteaux semi-troglodytiques ont effectivement, pendant le Moyen-Âge, été des châteaux forts, mais ils n'ont pas servi uniquement comme édifice de défense, je vais dire. C'était également et avant tout des centres sacrés, des centres religieux, pourrait-on dire. Ils ont tout d'abord été uniquement des centres religieux, je pense, les plus anciens d'entre eux. Et ensuite, seulement au cours des siècles, avec l'avancée au cours de l'histoire, je vais dire, ils ont certainement eu une double fonction. Donc ils ont eu à la fois une fonction défensive, mais tout en gardant une fonction religieuse et sacrés. C'était avant tout des centres spirituels, des centres sacrés. Et donc pour moi, sur ces vestiges semi-troglodytiques, donc on retrouve deux styles de construction. Il y a bien sûr les constructions en bloc et en briques qui sont posées par-dessus des plus anciens vestiges qui eux sont directement réalisés dans la pleine masse du rocher. Alors excusez-moi si je ne trouve pas directement mes mots. La vidéo est faite en live, donc il n'y a rien de préparé. Mais je vais vous montrer quelques endroits de ce site qui sont particulièrement spectaculaires. Donc ici à l'entrée, on voit déjà une espèce de route sur la gauche, vous voyez. Donc tout est réalisé dans la pleine masse du rocher. Et si vous faites bien attention, on remarque comme s'il y avait des petites ornières ou des ornières de chariots qui s'étaient enfoncées dans la pierre et qui auraient marqué la pierre sur sa surface. Vous allez voir là plus haut sur le château, il y a plusieurs endroits, notamment un où on le voit vraiment très fort, où l'on remarque donc ces petites ornières sur la surface des sols rocheux. Je suis en train de faire la visite avec mon chien, comme très souvent. Donc avançons sur cette petite route. Vous voyez sur le côté, il y a des petits murets qui ont certainement été ajoutés là à l'époque du Moyen-Âge, voire même plus tardivement, parce que je pense que ce château a également été restauré dans bien des endroits. Donc vous avez vu ici, directement à l'entrée du château, il y a comme une petite route. Voici un petit panorama sur l'entrée du château. Cette vidéo durera certainement, à mon avis, au minimum 3/4 d'heure, 1 heure, car je vais largement commenter les vestiges que je vais rencontrer et je vous donnerai mon avis. Ça fait maintenant déjà plusieurs années que je visite ce genre de vestiges semi-troglodytiques. J'en ai également visité beaucoup au nord de l'Alsace, l'année dernière et l'année d'avant. Donc je me permets de commenter et de vous dire ce que j'en pense.
Et je vous répète, ma lecture de l'histoire de l'humanité n'est pas celle des académiciens modernes ou des chercheurs modernes. Moi, je pose ma vision des choses en tant que pérennialiste. Et donc, les pérennialistes ou les traditionalistes, si l'on veut, sont des personnes qui ont une lecture qui correspond à la vision du monde qu'avaient nos ancêtres. Aussi loin qu'on remonte dans l'humanité, nous trouvons des sociétés traditionnelles. Alors les sociétés traditionnelles sont des sociétés dans lesquelles se pratiquaient des rituels d'initiation, et également c'était des sociétés hiérarchisées, entièrement tournées vers le sacré et dirigées par une élite spirituelle. Ce genre de société a perduré à la surface de la Terre, on va dire, jusqu'à à peu près à la fin du Moyen-Âge, qu'on peut plus ou moins replacer aux environs du XIVe siècle. Et après a commencé ce qu'on appelle la régression des castes. Donc à partir de ce moment-là, ce ne sont plus les élites spirituelles qui ont dirigé la société, mais il y a eu la montée de l'élément bourgeois. Et donc petit à petit, au fur et à mesure des siècles, ces lieux qui étaient tout d'abord uniquement des centres spirituels sont devenus d'abord des lieux de défense ou militaires, on va dire. Ça, c'était plutôt non pas avec la montée de l'élément bourgeois, mais plutôt avec la montée de la seconde caste, hein, la caste des guerriers, on va dire, qui a pris le pouvoir dans un premier temps, et seulement ensuite la caste des bourgeois qui a pris le pouvoir, notamment pendant la Révolution française. Et donc aussi dans la vision traditionnelle des choses, on pourrait appeler la vision de l'homme primitif, archaïque, ou de l'homme religieux, comme le dit Mircea Eliade. Il n'y a pas d'évolution dans l'humanité, contrairement à ce que pensent les modernes, qui eux pensent que l'homme évolue. Au contraire, dans la vision traditionnelle des choses, l'humanité dégénère au fil du temps et au fil des cycles de l'humanité. Quand je dis dégénère, je veux dire par là qu'elle devient de moins en moins spirituelle au fil du temps. Elle s'éloigne de plus en plus de Dieu. Et non seulement il y a un déclin ontologique de l'humanité, on va dire. L'humanité perd en spiritualité, elle gagne en matérialité, on va dire, en matérialisme. Mais tout ce qu'elle gagne en matérialisme, elle le perd au côté spirituel. Mais cela se traduit aussi dans la matière. C'est également ce qu'a dit René Guénon, un auteur du pérennialisme. Je vous ai déjà dit ça dans une autre vidéo, qui lui nous explique le phénomène de solidification du monde. Et donc ça rejoint ce que je viens de vous dire, c'est que au plus on avance dans le temps, au plus l'humanité s'éloigne de l'esprit unitaire, on va dire, de l'esprit originel, pour s'enfoncer de plus en plus dans un monde matériel. Et on pourrait dire que ça se traduit également dans le milieu cosmique lui-même et donc dans la matière. C'est le cosmos, donc le monde manifesté, qui se solidifie, se matérialise au fil du temps. Et à l'origine, il était une entité purement spirituelle. Et cela se traduit non seulement dans l'homme et dans les sociétés humaines, mais également dans la matière elle-même. Et je pense donc, moi, que nous voyons dans ces vestiges la preuve de cette solidification du monde qui a eu lieu au cours du temps. Je vais vous montrer donc ce que moi j'estime être des vestiges qui se sont solidifiés, qui ont été donc faits à une époque où la matière était moins solide, moins dense, on pourrait dire plus éthérée. Alors bien sûr, on n'explique pas tout avec ces vestiges. Vous voyez ici une espèce de route, encore une fois. Mais ici, il y a carrément des gros rebords sur le côté. Alors, on va appeler ça des routes ou des chemins troglodytiques. Ce sont des routes qui ont été faites directement dans la pleine masse des rochers, contrairement aux chaussées romaines qui, elles, ont été faites avec plusieurs sortes de remblais, on va dire, plusieurs couches de remblais, avec des pavés qui recouvrent. Ici, ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas du tout le même phénomène. Ce sont des routes, des petits chemins qui ont directement été réalisés dans la pleine masse des rochers. On trouve cela un peu partout dans le monde. Et bien souvent, dans le fond de ce chemin, on trouve des ornières qu'on appelle les ornières Cartwrights,
qui existent également un peu partout dans le monde. Je vais vous montrer ça un peu plus tard. Et donc moi je pense qu'ici nous sommes dans un endroit de ce château fort, donc de ce château semi-troglodytique, dans une partie des plus anciennes de ce château. Donc on pourrait attribuer cette réalisation ici, cette petite route, à une époque bien plus ancienne que le Moyen-Âge, voire beaucoup plus ancienne même que l'Antiquité. Moi je pense que ce genre de vestige troglodytique a été fait lors d'un ancien cycle cosmique. Donc pour savoir ce que j'entends par cycle cosmique, je vous renvoie notamment aux travaux de Jean Faure, qui a écrit un magnifique bouquin sur ce sujet qui s'appelle Le cycle de l'humanité adamique, dans laquelle il a également une vision cyclique du temps et évolutive. Donc le monde et l'humanité dégénèrent spirituellement au fil du temps et au fil des cycles cosmiques. Et donc moi je pense qu'ici nous sommes dans une partie de vestiges qui a été fait pendant un ancien cycle cosmique qui est donc beaucoup plus ancien que le Moyen-Âge ou même que l'Antiquité officiellement admise. On pourrait dire que il y a une Antiquité qui est officiellement admise et qu'il y a une Antiquité qui n'est pas officiellement admise, qui est la véritable Antiquité. Et moi je pense que ces parties troglodytiques qui se trouvent aux abords de tous ces châteaux semi-troglodytiques sont beaucoup plus anciennes que l'Antiquité et que le Moyen-Âge, et que les constructeurs du Moyen-Âge ont reconnu le caractère sacré de tous ces vestiges et sont venus construire par-dessus et autour tous ces vestiges semi-troglodytiques. Et donc les constructeurs du Moyen-Âge avaient su reconnaître le caractère sacré des vestiges plus anciens, contrairement à la plupart des archéologues modernes et aux chercheurs modernes qui ne reconnaissent même plus le caractère sacré des sites sacrés. Donc, je répète, ces châteaux semi-troglodytiques, n'ont jamais eu comme seule fonction une fonction défensive, ou alors très tardivement dans le Moyen-Âge, mais tout au début, leur fonction était essentiellement une fonction sacrée. C'était des centres spirituels, des sanctuaires on peut dire, qui ont été réutilisés au cours du temps et de l'histoire, et leur fonction première a changé au cours de l'histoire avec justement la perte de spiritualité de l'humanité, qui est passée d'une époque où tout était sacré, où tout était dirigé vers Dieu, à une époque où on a commencé à faire des guerres, etc., où c'était la montée en puissance de la caste des guerriers, on va dire, pour ensuite en arriver à aujourd'hui avec une caste de bourgeois, pour laquelle il n'y a plus rien de sacré, où il n'y a plus que les choses matérielles qui existent. Mais tout au début, donc, à la protohistoire, au premier cycle de l'humanité actuelle, l'humanité était entièrement tournée vers le sacré. Et moi, je pense que ces chemins, ces routes, sont des chemins religieux, on va dire, des chemins dans lesquels se déroulaient des processions religieuses ou des rituels religieux. Mais par contre, je n'explique pas entièrement leur utilité, ni exactement comment elles ont été faites, car il y a beaucoup de mystères entre chaque cycle. René Guénon dit qu'entre chaque cycle, il y a des barrières infranchissables. Et donc, pour moi, ça explique le fait qu'on ne peut pas entièrement expliquer la fonction de ces vestiges troglodytiques, ni exactement comment est-ce qu'ils ont été faits. Mais on peut aussi imaginer que, et d'ailleurs René Guénon et les auteurs du pérennialisme en parlent beaucoup, que les humanités d'anciens cycles cosmiques étaient donc des humanités plus spirituelles, qu'elles étaient moins tombées dans la matière, elles étaient moins matérialisées, on peut dire, et donc elles avaient des pouvoirs psychiques, on pourrait dire, ou psychospirituels plus évolués que l'humanité actuelle. Et donc elle avait peut-être un pouvoir pour interagir avec la matière que nous avons perdu au fil du temps. Maintenant il nous faut des outils, tandis que peut-être et même probablement
lors des cycles proto-historiques, on va dire, l'humanité arrivait à travailler la matière sans avoir besoin d'utiliser des outils. Jean Faure parle également de ça dans son livre. Et donc pour moi, ces chemins sont des chemins liés à des rituels d'initiation qui se pratiquaient dans les sanctuaires. Et alors on ne voit jamais plus que des petits morceaux de ces vestiges. La plupart des réalisations, je vais dire, ont complètement disparu tellement elles sont anciennes. Et donc les civilisations du Moyen-Âge ont pour moi reconnu le caractère sacré de tous ces vestiges troglodytiques et sont venus construire par-dessus et autour de ces vestiges proto-historiques. Et donc les collines ou les montagnes, etc., ont toujours été considérées par les peuples traditionnels, primitifs et archaïques comme un axe du monde qu'on appelle l'Axis Mundi. C'est pour ça qu'ils ont souvent construit et très souvent même leurs édifices au sommet de collines ou de montagnes. On dit que les montagnes sont le lieu sur terre qui se rapproche le plus de Dieu. C'est là où on reçoit les révélations. Ce sont des lieux de révélation. Et donc ces montagnes et ces collines ont toujours été considérées comme sacrées par les peuples traditionnels du passé. Et donc voilà pourquoi les sociétés du Moyen-Âge ont construit par-dessus ces collines sacrées, ces sanctuaires. Donc on voit ici très bien, à nouveau, mais on le voit absolument partout sur ce site, des constructions en briques ou en blocs de petite taille qui sont venus se poser par-dessus des vestiges, des restes de vestiges troglodytiques beaucoup plus anciens. Et donc l'archéologie moderne ne fait donc pas la différence entre les vestiges troglodytiques et les vestiges cellulaires. Pour l'archéologie moderne et les chercheurs modernes, l'ensemble de ces vestiges ont été réalisés à la même époque. Ce n'est pas du tout mon avis. Moi, je fais vraiment la différence entre les différents styles de vestiges. Ici, nous ne voyons que deux styles de vestiges différents. Il y a donc les vestiges troglodytiques proto-historiques, donc qui datent d'un autre cycle cosmique, et les vestiges cellulaires du Moyen-Âge. Mais il y a certains sites sacrés dans le monde où l'on rencontre jusqu'à 3 types de vestiges différents sur les mêmes sites. Il y a également des vestiges mégalithiques parfois. Ici, on ne rencontre pas, mais il y a des sites sacrés, comme par exemple au Pérou, où là, on peut noter qu'il y a 3 styles de vestiges différents sur les mêmes sites sacrés. Donc ici, voici un magnifique escalier, je vais vous montrer. Regardez, dès le départ, on voit que cela a été réalisé dans la pleine masse du rocher. Et ensuite, donc, tout cet escalier a été réalisé dans la pleine masse du rocher. Je vais vous proposer de faire une petite montée de cet escalier. Alors, on ne voit pas très clairement des marques de burinage sur les escaliers. C'est ça qui est très étrange. Et donc, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure en vous disant que il est probable qu'à une époque très ancienne, l'humanité était capable de travailler la matière sans avoir besoin d'outils, ou bien alors elle travaillait la matière avec des outils, mais la matière était beaucoup plus facile à travailler qu'aujourd'hui. Elle était, on va dire, moins solide, moins solidifiée, pour reprendre le terme de René Guénon. Et donc je vous renvoie, moi, au livre de René Guénon qui s'appelle Le règne de la quantité et les signes des temps. Il y a dans ce livre-là des chapitres, notamment un qui s'appelle La solidification du monde, dans lequel il explique très bien tout ce que je suis en train de vous expliquer, parce que je reçois parfois des commentaires sur ma chaîne YouTube de personnes qui visionnent mes vidéos et qui me disent « c'est très bien ce que tu dis, mais il faudrait des preuves, il faudrait étayer des arguments avec des preuves, etc. » Moi, au fait, ce que je dis,
Ce n'est que en fait ce qu'ont dit d'autres auteurs avant moi dans de nombreux ouvrages. Les auteurs qu'on appelle les auteurs du pérennialisme, hein, comme René Guénon, il y a aussi Titus Burckhardt, il y a Jean Faure et beaucoup d'autres hein, qui eux ont expliqué les enseignements des sociétés traditionnelles, leur façon dont ils concevaient le temps, leur façon dont ils concevaient l'espace. Tout ça est très différent de la façon dont les modernes conçoivent le monde à notre époque. On pourrait dire que c'est totalement l'inverse. Donc vous voyez ici cet escalier, et l'escalier d'ailleurs, qui est un symbole. Hein. Toutes les civilisations traditionnelles, archaïques, primitives, avaient une vision symboliste du monde. Hein. Pour eux, le monde manifesté, le cosmos, on va dire la nature, était un symbole d'une réalité supérieure, mais non visible. Et donc, pour accéder à cette réalité, il fallait s'aider de symboles. C'est pour ça que ces anciennes civilisations ont autant utilisé le symbole dans l'art et dans l'architecture. Donc l'escalier ici, il ne faut pas penser que c'est juste un escalier fonctionnel. Hein. Ça, c'est ce que pensent les chercheurs modernes. Mais c'est avant tout un escalier symbolique. Car pour les peuples traditionnels, les civilisations traditionnelles, l'escalier est un symbole de l'axe du monde. L'axe du monde, c'est l'axe qui relie les enfers au ciel, en passant par la terre. Et ça rejoint la doctrine des trois mondes. C'est donc l'axe qu'il faut rejoindre pour s'élever vers le ciel, pour rejoindre la terre au ciel, on va dire, pour s'élever vers des états d'être supérieurs, des niveaux de conscience supérieurs. Et donc je rappelle que pour moi, ces châteaux semi-troglodytiques étaient avant tout des sanctuaires, même si au cours de l'histoire, leur fonction a pu changer et devenir une fonction purement militaire. Au début, en tout cas à l'origine de la construction de ces châteaux semi-troglodytiques, ils étaient en tout cas destinés à la sacralité, ils avaient un caractère religieux, pourrait-on dire, et même spirituel. C'était des endroits dédiés à l'élévation spirituelle. Et donc l'escalier symbolise magnifiquement bien l'axis mundi. C'est quand on emprunte l'escalier, donc on monte ou on descend. Donc hein, on monte au ciel, mais on peut aussi descendre aux enfers. Il y a plusieurs symboles qui ont été utilisés pour représenter l'axe du monde. Il y a l'escalier bien sûr, mais il y a aussi les colonnes, ou encore la liane, ou encore la cheminée. Enfin, il y a plusieurs symboles comme ça. Le puits aussi. Le puits, c'est un symbole. D'ailleurs, on va voir un puits ici. Il y a souvent des puits sur les sanctuaires, hein, dans les châteaux du Moyen-Âge, etc. Il y a souvent des puits. Il ne faut pas penser que ces structures n'avaient qu'une simple fonction matérielle. Elles étaient avant tout une fonction symbolique. Et donc voilà, on voit bien comment cet escalier a été réalisé directement dans la pleine masse des rochers, hein, sans ajout de briques ou de blocs. Dans un premier temps, en tout cas, je pense que cette partie donc est proto-historique, donc elle date d'avant du Moyen-Âge. Et les constructeurs du Moyen-Âge, quant à eux, sont venus ajouter des parties cellulaires par-dessus ces vestiges troglodytiques. Je pense même qu'ici, il y a pas mal de zones qui ont été restaurées beaucoup plus récemment que le Moyen-Âge. Hein. Je pense qu'ici, nous avons notamment un exemple de mur qui a été ajouté, on va dire, plus ou moins récemment. C'est beaucoup plus récent que le Moyen-Âge. Voilà, je suis redescendu les escaliers pour vous montrer maintenant à nouveau toujours ces routes troglodytiques réalisées directement dans la pleine masse des rochers, qui sont vraiment très énigmatiques, très mystérieuses. Hein. Je vous rappelle, on trouve ce genre de routes un peu partout sur les sites archéologiques dans le monde, mais je vais dire dans l'ensemble c'est quand même plus ou moins rare. On ne les trouve pas sur tous les châteaux. Il y a des sites où c'est très spectaculaire, d'autres sites où ça l'est beaucoup moins, et d'autres sites où il n'y en a pas du tout, je vais dire. Mais ici c'est vraiment un beau site où les
les parties troglodytiques sont tout de même fort spectaculaires. Ce n'est pas toujours le cas. Moi, quand je me déplace pour aller voir les sites sacrés, c'est souvent pour essayer d'aller voir ce genre de vestiges troglodytiques, parce que je trouve que c'est justement ce qu'il y a de plus énigmatique et de plus spectaculaire. Donc nous voyons comme des stries sur toute la surface de la roche, des stries parallèles, mais aussi, si vous voyez bien, il y a comme de légères ornières, hein, ici et ici. Ici elles ne sont vraiment pas profondes, et alors il y a comme toutes des lignes parallèles ainsi, et donc des ornières comme ceci, on va dire, qui sont appelées couramment par les chercheurs par le mot anglais cartruts, qui veut dire ornière de chariot. C'est vrai que c'est à cela que ça ressemble, hein. Bon, ici à cet endroit-ci, elles ne sont vraiment pas très profondes, donc on pourrait encore à la limite penser qu'effectivement ces ornières résultent de passage de chariots durant le Moyen-Âge, hein. Mais si vous vous renseignez un petit peu sur ces cartruts qui existent dans le monde, vous verrez assez rapidement qu'il y a vraiment des ornières beaucoup plus spectaculaires que celles-ci. Quoique vous allez voir là plus haut, il y a des ornières qui sont assez spectaculaires quand même. C'est ce qui m'a fait surtout me déplacer ici, venir voir ce site archéologique. Ce sont ces ornières assez profondes que nous allons voir là plus haut. Donc vous voyez, il y a donc comme des ornières sur la gauche et sur la droite, à la surface du sol. Voilà. Ça remonte jusqu'à l'entrée, on va dire, du château. Et vous voyez, parfois, on commence à voir ici, on le verra beaucoup plus nettement là plus loin, il y a comme des espèces de vagues entre les ornières. Donc, pour moi, ça, ce sont des vestiges beaucoup plus anciens que le Moyen-Âge ou même que l'Antiquité officiellement admise. Ce sont des vestiges de la véritable Antiquité, celle que les modernes n'admettent pas, mais qui est bien connue de tous les peuples traditionnels, dans leurs enseignements, dans la science sacrée, dans les mythologies, dans la cosmogonie, dans la cyclologie, qui sont des sciences à part entière, mais qui ne sont plus étudiées par les scientifiques modernes. Ils ont abandonné ce domaine de la science sacrée pour ne se tourner que vers la science moderne, qui a par rapport à la science des peuples traditionnels une vision beaucoup plus limitée de l'histoire de l'humanité et de la conception du cosmos, de l'univers. Ce sont des visions totalement différentes. Et donc maintenant nous arrivons dans une des parties les plus spectaculaires de ce château semi-troglodytique. Vous allez voir un chemin réalisé directement dans la pleine masse des rochers, avec des ornières au sol et toujours des petits rebords sur la gauche et sur la droite bien souvent. Je vous conseille d'aller visionner mes anciennes vidéos de l'année dernière sur mes explorations en Alsace et en Italie, dans lesquelles je vous montre également souvent ces chemins réalisés dans la pleine masse des rochers, qui sont officiellement attribués aux Romains ou aux civilisations du Moyen-Âge. Mais je vous répète, pour moi, la plupart de tout ce qui est réalisé dans la pleine masse des rochers ici, sur ce site sacré et sur beaucoup d'autres sites sacrés dans le monde, est beaucoup plus ancien que l'Antiquité officielle et que le Moyen-Âge. Et donc nous voyons ici le commencement de ce qui reste d'une route réalisée dans la pleine masse des rochers. Vous voyez toujours comme des petits rebords sur la gauche et sur la droite de ce genre de route. Elles peuvent être plus ou moins larges. Il y a des très larges et il y a des beaucoup plus étroites. Alors ici, ce qu'on voit de particulier, c'est comme des vagues à la surface. Vous voyez, ça forme comme des petites vagues à chaque fois, comme ça. Il en existe de plusieurs sortes. Il y en a avec ce genre de vagues au milieu.
Il y en a parfois avec comme des traces de pas au milieu. Ici, il n'y a pas de traces de pas, mais ce sont comme des vagues. Il y en a où il n'y a rien du tout. J'ai répertorié plus ou moins, je pense, 9 ou 10 sortes de chemins troglodytiques comme ça, qui existent un peu partout dans le monde. Plusieurs styles différents de chemins, mais ils ont pratiquement tous en commun le fait qu'il y a des ornières. Certains chemins n'ont pas d'ornières aussi, ça existe aussi, mais la plupart ont des ornières sur le côté. Alors ces chemins troglodytiques sont parfois bordés de cavernes. Parfois il n'y a pas de cavernes, il y a seulement des chemins. Ou bien parfois il y a seulement des ornières au sol, mais elles ne sont pas dans une espèce de canyon comme ici. Ici, elles se trouvent dans un petit canyon. Et alors, elles sont souvent recouvertes avec des herbes et de la terre et tout ça. Ça fait bien souvent, on ne les voit pas toujours car les sites ne sont pas très bien entretenus. Moi, je trouve qu'il n'est pas possible d'avoir réalisé ces vestiges avec des marteaux et des burins. C'est vraiment pas à ça que ça ressemble. Je ne pense pas non plus que tout cela pourrait résulter d'une usure progressive. On s'imaginerait des milliers et des milliers et des milliers de passages qui auraient fini par user toute la roche et finir par créer des marques au sol comme ça. Moi, je pense que c'est un phénomène totalement différent, mais très mystérieux. C'est relatif au fait que par le passé, dans la vision traditionnelle des choses, le monde était différent du monde d'aujourd'hui. C'était un monde moins solidifié, et donc l'humanité qui existait durant cette époque avait certainement des capacités pour interagir avec une matière qui était elle-même différente de la matière d'aujourd'hui. C'est à peu près tout ce qu'on peut en dire, et ajouter à cela que effectivement il semble que ces ornières résultent d'une sorte de passage, d'une sorte de chariot dans une matière qui aurait été plus molle à l'époque et qui aurait durci par la suite. Moi, c'est vraiment ce que je pense, c'est le plus crédible selon moi. Je ne pense vraiment pas que tout ceci a été excavé avec des marteaux et des burins au Moyen-Âge, ni pendant l'Antiquité, ni après. On ne voit d'ailleurs aucune marque ici sur la pierre, il n'y a aucune marque d'excavation. Tout semble avoir été fait dans une surface rocheuse qui était plus molle à l'époque. Et d'ailleurs, la meilleure comparaison qu'on peut prendre aujourd'hui, ce sont les marques de roues dans de la boue. Sauf qu'ici, bien sûr, il ne s'agit pas de boue, mais de pierre. Et donc, par là, on peut comparer le fait que la matière à cette époque était sûrement, on va pas dire aussi molle que de la boue, mais en tout cas beaucoup moins dure qu'elle ne l'est aujourd'hui, et que les conditions physiques, on va dire, sur la planète étaient différentes. C'est vraiment très mystérieux. Mais moi, en tout cas, j'ai déjà exploré jusqu'à aujourd'hui des dizaines et des dizaines de sites où l'on trouve ce genre de vestiges un peu partout dans le monde, enfin surtout en Europe, au bord de la Méditerranée, en Allemagne, en France, en Italie, en Sicile, en Sardaigne, mais je sais qu'il en existe également un peu partout dans le monde, en Chine, etc., en Amérique, bref, un peu partout sur la planète, on trouve ce style de vestiges. Et pour moi, ça ne correspond absolument pas avec des vestiges du Moyen-Âge, ni même de l'Antiquité officielle. Pour moi, c'est beaucoup plus vieux, beaucoup plus ancien. Et je reconnais donc le caractère sacré de ces anciens vestiges, parce que au plus c'est ancien, au plus c'est sacré. C'est d'ailleurs comme ça que concevaient le monde et que conçoivent le monde les sociétés traditionnelles. Au plus on remonte le temps, au plus on se rapproche de l'origine spirituelle, au plus on se rapproche de Dieu. Au plus on remonte le temps, au plus on se rapproche de Dieu. Et donc même dans les vestiges, au plus les vestiges sont anciens, au plus ils sont sacrés, on pourrait dire.
ou plus ils ont été faits à une époque où l'humanité était proche de Dieu, on pourrait le dire comme ça. Donc regardez un petit peu sur le côté. À nouveau, on ne voit pas très clairement des marques d'excavation. Alors on pourra dire oui, c'est parce que ça se trouve dans du rocher qui est tendre, mais ce n'est pas toujours le cas. On trouve exactement le même genre de vestiges dans du calcaire ou même dans du basalte. Donc ce n'est pas le fait que on les trouve parfois dans des roches qui sont tendres qui explique le fait que ces vestiges ont pu être réalisés. Donc il semble que cette route circule depuis le bas de la colline, on va dire, et qu'elle monte vers le sommet de la colline. C'est d'ailleurs souvent le cas, c'est ce que j'ai pu remarquer dans de nombreux endroits. Ces routes commencent tout en bas de la colline, elles sont souvent fort dégradées au bas de la colline, et plus on monte les collines sacrées, ou plus les vestiges deviennent apparents, et je veux dire, ils ne sont pas trop dégradés, tandis que dans le bas de la colline, on trouve souvent des morceaux de vestiges et on voit que tout a été dégradé. Ils sont beaucoup mieux conservés sur le dessus. Donc vous voyez, ici il y a comme un tournant. Donc la route, elle va là, et puis ça tourne, ça continue par là. Et ça monte là plus loin. Je vais aller vous montrer également un petit peu. On trouve souvent ces routes qui tournent comme ça, qui serpentent. Elles font souvent comme des S. Et vous voyez donc comment les constructeurs du Moyen-Âge sont venus poser leurs petites pierres maçonnées par-dessus le reste d'un vestige troglodytique beaucoup plus ancien. Et donc ils ont reconnu le caractère sacré de ces vestiges troglodytiques proto-historiques. Ils sont venus ajouter leur propre construction par-dessus pour sacraliser des vestiges beaucoup plus anciens, pour reconnaître leur caractère sacré, car tout était sacré pour les peuples anciens. Pour les peuples traditionnels, tout est sacré, contrairement à la société moderne où il n'y a plus rien de sacré. Ou plutôt, il n'y a plus que de sacralité artificielle, on va dire. Et donc on va continuer à monter cette petite route, ou plutôt cette grande route même, réalisée directement dans la pleine masse des rochers. Et vous allez voir là encore une partie très spectaculaire, en escalier, où tout également a été réalisé dans la pleine masse des rochers, sans briques, sans blocs. Tout est dans la pleine masse. On retrouve également souvent les motifs en escalier. C'est également un symbole de l'élévation spirituelle. Nous sommes sur une colline sacrée, une montagne sacrée, un centre spirituel, un axis mundi, un centre du monde. Tout cela sont des symboles utilisés par les peuples traditionnels, des peuples entièrement tournés vers le sacré et dirigés par une élite spirituelle, contrairement à aujourd'hui où il n'y a plus rien de sacré. Donc les escaliers sont un symbole d'élévation spirituelle. C'est certainement une des raisons pour lesquelles tout a été taillé en escalier et qu'on retrouve aussi souvent des motifs en escalier dans les châteaux du Moyen-Âge ou même dans l'architecture troglodytique, proto-historique
Ici, il y a comme un petit pont avec du béton moderne. On voit qu'il y a donc eu des réparations qui ont été faites assez récemment, on va dire. Donc je vais monter vraiment, nous arrivons vraiment au sommet du château, hein. Et toujours nous voyons ces parties troglodytiques qui semblent également avoir été travaillées, hein, par endroits, et les ajouts cellulaires posés par-dessus le reste de cette architecture troglodytique. Encore ici, un très bel endroit où l'on voit les restes d'une structure troglodytique qui a été travaillée également, hein. Alors, ces vestiges troglodytiques, ils sont dans la vision du monde traditionnel attribués au premier monde de la cyclologie, qui contient également 3 mondes. Le premier monde, le second monde et le troisième monde, qui portent des noms différents selon la tradition. On peut dire qu'il y a l'âge, il y a 4 âges en tout, mais le premier âge est hors du temps. C'est un temps hors du temps, on va dire, un âge d'or. Donc c'est pour ça qu'on ne trouve pas des constructions de l'âge d'or. L'âge d'or est une époque atemporelle, on va dire. Elle est au-delà du temps. Et donc les 3 autres périodes qui suivent l'âge d'or sont l'âge d'argent, l'âge d'airain et l'âge de fer. Et on peut dire que ces vestiges troglodytiques sont des vestiges de l'âge d'argent, tandis que les vestiges cellulaires du Moyen-Âge sont des vestiges de l'âge de fer. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il existe également des vestiges de l'âge d'airain, qui eux sont essentiellement des vestiges mégalithiques. On les trouve parfois aussi sur certains sites archéologiques, mais ici il n'y en a pas. Voilà un petit peu ces réalisations qui ont été faites dans la pleine masse des rochers. Alors ces sites sont toujours des endroits paradisiaques entre guillemets. Ils sont vraiment implantés au milieu d'une nature sauvage. Il n'y a pas un seul bruit. On n'entend que les oiseaux qui chantent. Ce sont toujours des havres de paix. Si vous voulez venir vous reposer, il n'y a rien de tel que de venir visiter ce genre de site archéologique. En plus, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Ce n'est pas touristique, ce n'est pas payant. Alors moi, je vous ai offert une vision traditionnelle des choses, je vous le répète. Ce que j'ai dit, évidemment, va à l'encontre de ce que les archéologues et les historiens et les chercheurs modernes nous disent, car ils n'ont pas du tout une conception du monde traditionnel. Et donc ils essayent d'expliquer les peuples du passé, qui étaient des peuples traditionnels, avec leur mentalité de moderne, en attribuant à tous ces vestiges uniquement des fonctions utilitaires et matérielles, alors que la fonction première de ces vestiges est évidemment une fonction spirituelle. Comme je vous l'ai dit, ce sont des sanctuaires, des montagnes cosmiques. Voilà une partie véritablement qui date du Moyen-Âge, je pense, où là, il y a eu des petites restaurations afin que les murs ne tombent pas, mais je vais dire dans l'ensemble, c'est beaucoup plus récent que les murs qu'on a pu voir tout à l'heure, notamment ceux qui étaient près de l'escalier. Ici, je pense que c'est vraiment une partie qui date du Moyen-Âge. Et donc, comme je vous l'ai dit,
Moi je pense qu'au Moyen-Âge, les constructeurs ont ajouté leurs propres ajouts sur des sites qui étaient déjà considérés comme sacrés depuis des époques très reculées, depuis la protohistoire en fait. On pourrait dire depuis la préhistoire, mais la protohistoire, c'est encore plus ancien que la préhistoire. Quand on parle de protohistoire, on se réfère à la cyclologie. Et là, je vous renvoie à nouveau au livre de Jean Faure. C'est lui qui parle de protohistoire, en parlant de cycle cosmique. Et donc, la préhistoire, ce serait en fait le début de l'humanité actuelle. Mais avant l'humanité actuelle, il y a eu d'autres humanités. Des humanités d'un autre cycle cosmique. Et il y aurait donc en tout, on va dire 4 âges, 4 cycles cosmiques pourrait-on dire, bien qu'on peut extraire le premier car c'est l'âge d'or et donc il correspond au paradis, qui n'est pas une époque où il y a eu des constructions religieuses. Les êtres humains ont seulement commencé à construire des sanctuaires justement parce que ils sont passés de l'âge d'or où l'homme était parfaitement équilibré, pourrait-on dire, entre le ciel et la terre, et il a chuté, il s'est matérialisé dans la chair, et c'est seulement à partir de cette époque-là, nous disent les enseignements traditionnels, que l'homme a dû construire des sanctuaires afin de justement de réintégrer cet état primordial, cet âge d'or, à travers des rituels d'initiation, des enseignements traditionnels qui permettent aux candidats à l'initiation de réintégrer l'état d'être primordial. Vous pouvez trouver cet enseignement-là, les explications de tous ces enseignements plutôt, chez des auteurs traditionnalistes ou pérennialistes, notamment René Guénon, Titus Burckhardt, Fridtjof Schuon et beaucoup d'autres. Donc moi, ce que je vous raconte, ça ne sort pas d'un chapeau. Tous ces auteurs-là étaient des auteurs qui connaissaient fort bien les enseignements des peuples traditionnels. Je vous conseille aussi l'auteur Mircea Eliade, qui lui est notamment très bon, car il parvient à nous donner la conception du monde des peuples anciens, des peuples primitifs, le caractère sacré de ces peuples, la vision du sacré que nous avons perdu pour la plupart d'entre nous à l'heure actuelle, même dans les sociétés religieuses, en tout cas dans la plupart des sociétés religieuses, car je vous dis, dans la conception traditionnelle des choses, l'humanité s'éloigne de plus en plus de la spiritualité et cela touche l'ensemble des sociétés humaines, notamment les sociétés religieuses. C'est pour ça que même au sein des sociétés religieuses modernes, il y a autant de décadence aujourd'hui. Si on prend par exemple le christianisme d'aujourd'hui, du moins dans ses représentants officiels, ce n'est plus du tout le christianisme qui a pu exister durant le beau Moyen-Âge, durant le Moyen-Âge où on a construit les cathédrales, ou bien encore ce genre de sanctuaires semi-troglodytiques, le Moyen-Âge des corporations de métiers. Ce n'est plus du tout le même christianisme aujourd'hui. C'est un christianisme qui a dégénéré, pourrait-on dire. Donc regardez ces empreintes, très énigmatiques. Comme je le dis toujours, moi, avec ce genre de vestiges troglodytiques, on ne voit plus qu'une petite partie d'ensemble qui devait constituer des ensembles troglodytiques beaucoup plus importants à l'origine. Mais c'est tellement vieux, c'est tellement ancien, qu'on ne voit plus aujourd'hui que de petites parties de ces vestiges. On ne peut qu'imaginer l'ampleur qu'ils ont pu avoir à l'époque d'origine. C'est vraiment très mystérieux et aussi très spectaculaire. Je pense notamment aux Siciles. J'avais déjà fait une expédition là-bas et là on voit carrément des cartrotts, donc des ornières de chariots qui s'arrêtent à fleur de falaise.
On peut imaginer qu'à l'origine, elles étaient beaucoup plus longues, mais que les falaises se sont effondrées à notre époque, et donc par là que on peut aussi imaginer que toute la géologie de la planète était différente de la géologie de la planète d'aujourd'hui. Le monde, pourrait-on dire, était reconfiguré. C'est vraiment ce qui se passe entre chaque cycle. Le monde est reconfiguré. Il y a des catastrophes d'ailleurs entre chaque cycle cosmique, ça aussi c'est bien connu dans les textes des anciennes civilisations ou dans leurs mythes. On parle du mythe du déluge, etc. Ce sont des reconfigurations du monde qui se produisent à la fin de chaque cycle. Et donc pour moi, ce genre de vestiges troglodytiques sont des survivants d'anciens cycles cosmiques qui ont survécu à un ou même plusieurs déluges. Et je pense que les peuples, les sociétés du Moyen-Âge avaient reconnu cela, car c'était des sociétés, on pourrait dire, mythologiques aussi. Elles étaient tournées autour de leur mythe. Et le mythe, ce n'est pas une fable, contrairement à ce que pensent les gens d'aujourd'hui. Les mythes, pour les sociétés traditionnelles, ce sont des histoires sacrées, des modèles de vie. Ce sont des histoires qui racontent la création du monde et sa fin également. Ce sont aussi des modèles exemplaires de vie. Et donc toute la société traditionnelle du Moyen-Âge était tournée vers son mythe tutélaire, qui était préservé par les gardiens de la sagesse, pourrait-on dire, par l'autorité spirituelle. Et tout cela a dégénéré au cours du temps pour en arriver aujourd'hui dans un monde qui n'est plus dirigé par des sages, mais par des marchands. Ce qui n'est pas du tout la même chose, vous en conviendrez. Alors je ne dis pas que tout a été parfait pendant le Moyen-Âge, il faut faire des distinctions entre le début du Moyen-Âge et la fin du Moyen-Âge. Moi je parle du beau Moyen-Âge, je parle du début du Moyen-Âge, quand la société était entièrement tournée vers le sacré et dirigée par des prêtres, par des spécialistes du sacré, pourrait-on dire. Donc voilà, vous avez pu admirer un petit peu partout comment on voit que les constructeurs du Moyen-Âge sont venus ajouter leur propre construction par-dessus des vestiges troglodytiques beaucoup plus anciens. On dirait presque que cela était un jeu pour eux. En fait, ce n'était pas un jeu. Il s'agissait en fait de rendre hommage aux vestiges plus anciens, aux humanités plus anciennes qui nous ont précédés, qui ont précédé le cycle actuel, le cycle de l'âge de fer. Il s'agissait pour les sociétés du Moyen-Âge, du moins pour le clergé, ou la noblesse, dirons-nous, de rendre la sacralité à tous ces lieux, de rendre hommage à nos ancêtres, car ce qu'il y a de plus ancien est plus sacré, ce qu'il y a de plus ancien se rapproche le plus de Dieu. Vous voyez un peu partout, hein, sur le sol ici, il y a comme des marques qui datent certainement d'une époque beaucoup plus ancienne que le Moyen-Âge. Donc, comme je vous le répète depuis le début de la vidéo, et que je ne cesse de vous répéter dans mes autres vidéos, que vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube. Je répète assez bien ce que je vous ai expliqué ici, mais c'est nécessaire de le rappeler. Regardez encore ici, on voit au sol comme une ornière. Hein. Vous voyez un peu à quel point ces vestiges troglodytiques sont dégradés. Hein. On ne voit plus que de petites parties, hein. De petites parties d'ensemble qui ont complètement disparu. Mais malgré tout, les constructeurs du Moyen-Âge, les architectes du Moyen-Âge avaient ce potentiel de reconnaître le sacré, potentiel que l'homme moderne a perdu. Il n'est plus capable de reconnaître les différents styles d'architecture, il n'est plus capable de reconnaître que l'humanité décline au cours du temps,
que le monde lui-même décline au cours du temps, qu'il se solidifie. Et il assimile tous les différents styles de construction à la même époque. Il fait des amalgames incroyables. Comme dirait René Guénon, l'homme moderne n'est plus capable de s'apercevoir de toutes les subtilités qui existent dans les vestiges archéologiques. Il faut pour cela avoir retrouvé ou ne pas avoir perdu le sens du sacré, hein. Connaître les enseignements des sociétés traditionnelles, savoir ce que c'est un symbole, savoir ce que c'est une initiation, les différents types d'initiation, savoir ce qu'est un mythe. Il faut s'intéresser aux auteurs du pérennialisme pour savoir tout ça, pour apprendre tout ça. Et c'est seulement en ayant appris tout ça que vous pourrez regarder ce site avec un nouvel œil, car vous aurez acquis une nouvelle vision du monde, une nouvelle vision des choses. Regardez ici, où on voit les parties d'un escalier troglodytique collé à la paroi rocheuse et qui a été complété par des blocs sans doute du Moyen-Âge, voire des réparations plus modernes, mais enfin au Moyen-Âge ils ont fait la même chose. Dans tous les sanctuaires semi-troglodytiques que j'ai visités l'année dernière en Alsace, on pouvait distinguer exactement la même chose, hein. On voyait également les ajouts cellulaires du peuple de la civilisation du Moyen-Âge qui ont été ajoutés par-dessus des vestiges troglodytiques beaucoup plus anciens. Regardez ici, on dirait carrément comme une ancienne route. Et ici, on arrive vraiment au centre du sanctuaire, hein. C'est vraiment... tout cet édifice-là a été construit certainement au Moyen-Âge, mais je pense que ça a été restauré. C'est de la maçonnerie moderne, tout ça. Mais il se peut qu'au Moyen-Âge, il y avait également un bâtiment et qu'ils l'ont reconstitué à une époque beaucoup plus récente. Regardez, on dirait vraiment une route comme celle que je vous ai montrée tout au début, là, hein. Mais ici, on est tout en haut de la colline, on va dire. Et là, il y a comme des encoches même sur les côtés. J'ai vu ça aussi en Alsace, dans beaucoup de sanctuaires. Il y a comme des encoches le long de ces routes troglodytiques. Donc toujours ces motifs en escalier aussi. Et ici on voit même ce qui pourrait très bien être une ornière de chariot. Mais on n'en voit plus qu'une petite partie. Et il n'y en a qu'une car l'autre aurait complètement disparu à l'heure actuelle. Pour moi, c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, petit aperçu de ce château semi-troglodytique en Allemagne. Merci pour votre écoute et votre attention. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas également à aller visionner les liens que je vous mettrai dans le descriptif et également mes anciennes vidéos dans lesquelles j'exprime un petit peu également tout ce que je vous ai raconté ici. Merci à tous pour votre attention. Merci, au revoir.